Alors, ce qu'il faut dire avant toute chose, Frédéric, c'est qu'effectivement, depuis que tu as racheté Beaux-Arts, ça a beaucoup bougé, puisqu'on a dû doubler d'effectifs et que tu as multiplié les projets et les acquisitions. Je me demande même d'ailleurs si ça existe un mois sans lequel tu arrives avec une nouvelle idée ou un nouveau projet. Mais ma première question, c'est sans doute une question peut-être un peu obscène. On sait que la presse française et mondiale est dans une grande zone de turbulence. Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère du marché de la presse artistique et culturelle ? Alors, merci Fabrice Bousteau, non pas Frédéric Bousteau, Frédéric c'est moi. Bienvenue à tous. Effectivement, optiquement, ça paraît un peu bizarre de se lancer dans la presse en 2019. Enfin, quand j'ai racheté, c'était en 2017. Je m'en tirais par une boutade où quand on a demandé au président de Rolex « How's the watch business ?» il a répondu « I'm not in the watch business ». Parce que sa réponse était de dire « je ne suis pas sur le marché de l'horlogerie, je suis sur le marché des produits de luxe et ce marché-là va très bien ». Et je dirais de la même façon, bien sûr, nous sommes dans le marché de la presse, mais pas que. Et cette organisation aujourd'hui du Art Market Day en est la manifestation. Alors effectivement, le marché de la presse, il souffre. La réduction du nombre de kiosques de 23 000, on en perd 800 par an. Les dépenses publicitaires qui sont passées de 0 à 50% du gâteau mondial qui est parti sur 2 plateformes, Facebook et Google, en l'espace de 10 ans. Et je dirais une désaffection des lecteurs les plus jeunes. Quand vous regardez, je dirais, dans vos familles, dans vos proches, ceux qui ont moins de 20 ans, vous les verrez assez peu avec du papier entre les mains. Donc il y a un effet de démographie qui nous convient de relancer en permanence. Mais les marques de presse, encore une fois, cette journée en est la preuve, ont des atouts formidables. Le premier, c'est la notoriété. 100% des Français connaissent Beaux-Arts Magazine. Vous arrêtez n'importe qui dans la rue à Périgueux, même qui ne l'a jamais acheté, parce qu'il y a 23 000 points de vente et que s'il va acheter un paquet de cigarettes ou un ticket de loto, il voit le journal, il connaît la marque. Et c'est vrai des grandes marques de presse. Et avec la notoriété vient la crédibilité. Parce qu'en fait, les marques de presse ont quand même une réputation de sérieux. Même si on connaît les déviations politiques, on sait que le Figaro, c'est X% à droite, ou Libération, c'est Y% à gauche. Mais on sait que ce qu'il y a dedans, il y a un parti pris, il y a un angle, mais c'est quand même vrai. Alors que ce qu'on voit sur les plateformes ou les réseaux sociaux, on ne sait même pas si c'est vrai. Et vous allez voir bientôt le débat sur les deep fake news, avec des capacités de la vidéo de faire des fausses interviews complètes qui sont encore plus troublantes. Donc ça, c'est la force des marques de presse. Et à partir de là, il y a une deuxième chose dont on va parler, qui est la force du sous-jacent du marché de l'art et de l'intérêt artistique d'une manière générale, puisqu'on voit par exemple, je suis administrateur du Louvre, 4 millions de visiteurs au Louvre en 2000, on va dépasser allègrement les 10 millions cette année. Une exposition comme Toutankhamon, c'est 1,5 million de visiteurs, ce sera près de 2 millions de visiteurs à Londres. Donc je dirais l'intérêt pour l'art et la vie culturelle n'a jamais été aussi fort dans ce pays. Les collaborations entre l'art et les différents modes, dont Chris Dercon a parlé, la percolation de l'art dans toutes les couches de la société, la façon dont les marques de luxe s'emparent de l'art, la façon dont aujourd'hui les artistes ont remplacé dans le débat public les publicitaires comme étant les nouveaux branchés. Aujourd'hui, les gens qui sont branchés, c'est plus ces gays-là. Clairement, c'est ces valeurs de la disruption et de l'innovation qui sont portées par l'art. Alors à partir de ça, effectivement, je me suis dit, il y a quelque chose de formidable à faire avec Beaux-Arts, qui est la marque un peu iconique depuis 1983, qui est un média qui a toujours été, qui a fait le pari de l'intelligence et de la qualité, et sur lequel on a un avantage fort qui est qu'on parle à tous les amateurs d'art, tous les arts visuels. À partir de ça, il nous manquait un journal professionnel, et c'est parce que Beaux-Arts était très grand public. Alors on a développé des pages saumon, mais ça reste quand même un journal très grand public. Un premier journal d'art en Europe, 70 000 lecteurs par mois. On est très 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 loin des journaux anglo-saxons. Et le quotidien de l'art, quand l'opportunité s'est faite jour de le reprendre, je me suis dit c'est très intéressant parce qu'effectivement les acteurs du marché de l'art ont besoin, je dirais de même que le monde du sport est aidé formidablement par l'équipe qu'il représente auprès des pouvoirs publics, le monde du business a les échos, et le monde des acteurs du marché de l'art a besoin également, je dirais, d'un porte-parole qui à la fois l'informe et le représente auprès des pouvoirs publics. Et on voit, je dirais, l'intervention du ministre qui, encore une fois, était bien désolé de ne pas pouvoir être là, mais elle n'est pas là par hasard. Elle est là parce que le ministre sait qu'avec le quotidien de l'art derrière lui, il y a la capacité de remonter des idées, des besoins qui s'expriment.
Donc du coup, ces différents titres se répondent et à partir de là, il y a la capacité, je pense, pour cette ville de produire une espèce de Silicon Valley de l'art qui croise, on a parlé de FinTech, de EduTech, et je pense qu'il y a un vertical à inventer ici qui est ArtTech. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu avoir un village dans lequel vous trouverez des startups. On a aujourd'hui des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs d'Europe, qui sont parmi aussi les moins chers d'Europe. Il faut savoir qu'un jeune centralien, un jeune polytechnicien en sortie d'école, c'est 45 000 euros. L'équivalent dans la Silicon Valley, c'est plutôt 150 000 $. Donc on a la capacité de développer des choses très compétitives à partir de Paris. Et du coup, c'est l'idée de ces deux plateformes médias, c'est derrière de pouvoir, dans une logique d'open data, de donner des audiences, des logiques de media for equity qu'on retrouve chez les chaînes de télé, de pouvoir financer des startups comme Artips, comme Artspur et d'autres encore avec lesquels on est en discussion. Alors, tu es aussi président d'une autre petite entreprise qui s'appelle Webhelp et qui fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires, 50 000 collaborateurs, ce qui fait que tu voyages beaucoup. Tu es souvent entre Paris et Londres. Tu es collectionneur aussi. Quel est ton regard, toi, ta vision sur le marché de l'art à Paris et évidemment les effets possibles du Brexit? Je dirais, sur le papier, il y avait un moment formidable pour Paris, qui était un moment qui était la symétrie de 2012. Et il y avait un moment formidable où on sent tous les ingrédients qui sont là. Donc concrètement, d'abord sur l'aspect muséal, on voit qu'il y a des florescences de musées qui ouvrent, que ce soit le projet de François Pinault l'année prochaine, que ce soit le projet de Laurent Dumas, que ce soit la Lafayette Anticipation, le succès qui ne se dément pas de la On peut le dire, c'est qu'on ne le dit pas assez, mais c'est que Paris est incontestablement la ville au monde où il y a le plus grand nombre d'expositions. C'est clair, et des expositions qui marchent, qui attirent. Enfin, la Fondation Évite, le succès se dément pas avec des budgets considérables et beaucoup de talent. Et donc ça c'est un premier vecteur. Je lisais avec intérêt le dernier classement de Art Review sur les 100 personnes les plus influentes du monde de l'art. J'ai compté de mémoire 15 Français. Donc on est de plus en plus représentés. Quand vous regardez toutes les galeries internationales de premier plan ont quasiment une antenne à Paris, voire deux si on prend Gagosian et qu'on compte l'antenne du Bourget. Donc ça, c'est quand même également un marqueur de l'importance de la place de Paris. Et puis, d'une manière générale, effectivement, les expositions qui cartonnent et qui sont absolument pleines partout. Et puis, last but not least, on a quand même maintenant les deux plus grandes maisons de vente aux enchères au monde qui sont contrôlées par des Français depuis le rachat de Sotheby's par Patrick Drahi. Donc je dirais tous les ingrédients sont là. N'oublions pas quand même d'où on vient. Cette ville, la France traitait 90% du marché de l'art au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est tombé à 6%. Alors, est-ce qu'on peut repasser de 6 à 10 ? Je crois que c'est le souhait du ministre et de tous les acteurs qui sont dans la salle, et à commencer par nous. Je dirais pour ça, on a quand même un peu raté on a raté le strike dans la mesure où on n'a pas été aidé clairement, vu de Londres par les Gilets jaunes, qui ont quand même envoyé un message au moment où il fallait envoyer un message de surcompétitivité. On a envoyé un message, malheureusement, que ça reste quelque chose d'assez instable. On envoie sur la fiscalité, en fait, on a quelque chose qui est encore assez compliqué. Je parlais avec la directrice de Gagosian qui me disait qu'en fait, par exemple, sur les taxes sur l'importation, on est à 5,5 ici, on est toujours à 5 au UK, et on ne calcule pas la taxe de la même façon. Donc on a toujours cette approche de la fiscalité, on a envie d'être compétitif, mais on n'y arrive quand même pas vraiment. Je dirais le seul paquet fiscal sur lequel on était vraiment compétitif dans ce pays, c'était la loi sur le mécénat de 2003 de Jean-Jacques Ayagon, mais on est en train de le détricoter un petit peu. Sur l'ISF, on voit qu'on y a été, mais pas complètement, parce qu'il reste l'immobilier, etc., etc. Donc on n'a pas réussi complètement quand même à dérouler le tapis rouge, pour reprendre l'expression de David Cameron, que lui a voulu dérouler en 2012. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire et on a quand même aussi comme chance le dynamisme de la FIAC qui quand même marche très très bien et qui a
quand même un peu remplacé ou supplanté Freeze. Alors pas Freeze Master, mais Freeze sur la partie expérimentale de Freeze. Ça, je crois que c'est assez établi. En sens inverse, on voit que la Biennale a souffert beaucoup et qu'une grosse partie de ce qui s'y traitait est partie sur les foires type Maastricht. Et donc là, il y a une question sur le dynamisme de la Biennale à réinventer. Je reviens aussi sur la question sur le Brexit. À ton avis, quel va être l'impact du Brexit sur le marché parisien ? C'est dur à dire, parce que d'abord, on ne sait toujours pas s'il y a Brexit. Enfin, il va y avoir une forme de Brexit, forcément. Je ne pense pas qu'on puisse accoucher d'une souris après avoir débattu autant dans la société anglaise. Donc, il va y avoir une forme de Brexit, mais on ne sait pas encore s'il est soft, medium ou hard. Et en fonction de ça, ça va probablement déterminer plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que ce que le Brexit ne va pas changer, c'est, je dirais, la profondeur du marché anglais, la richesse, quand même, hein, quelque part, de la ville de Londres, qui ne va pas cesser du jour au lendemain. C'est une anecdote complète, mais il y a un club qui s'appelle Annabelle's à Londres, qui est un club iconique qui a été refait il y a 3 ans. Ils ont dépensé 100 millions d'euros pour refaire le club. Et ils ont vendu en l'espace de 3 mois 1000 memberships à 100 000 euros, 100 000 pounds. Donc, du coup, c'est une opération blanche. Est-ce qu'il y a un club à Paris qui est capable de dépasser 100 millions d'euros ? On voit que le Grand Palais, les 400 millions d'euros ont fait l'objet du débat public. Là, on parle d'une boîte de nuit. Donc, il y a une profondeur de richesse et de marché dans cette ville. Et il y a un côté multilingue qui fait qu'on peut difficilement vivre à Paris si on ne parle pas français. Si on ne parle qu'anglais, c'est compliqué. Évidemment, à Londres, ce n'est pas un problème. Il y a un système scolaire qui est reconnu quand même parmi les meilleurs au monde et dans lequel les gens ont mis leurs enfants et qui ne sont pas prêts de bouger. Donc je ne m'attends pas à un changement majeur. Et puis le Brexit, les Anglais ne sont pas bêtes non plus. Ils feront tout ce qu'il faut pour garder et faire une espèce de Singapour aux portes de l'Europe. Donc ils vont réagir par la fiscalité. Et donc je ne m'attends pas à un effet majeur de transhumance, on va dire, par la simple fait d'aubaine du Brexit. Alors si tu t'attends pas à un effet majeur, quels seraient en fait les conseils, les enjeux que tu vois, les conseils que tu peux donner à l'ensemble du public aujourd'hui, qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurs culturels, d'ailleurs, qu'ils soient commissaires d'exposition, galeristes, qui travaillent dans le milieu des ventes aux enchères, qui dirigent une start-up. Ici, c'est une assemblée d'entrepreneurs culturels. Tu es un entrepreneur. Quels conseils tu pourrais, pour finir, dans les 2 minutes qui nous restent, les 2 minutes 30 qui nous restent, nous donner comme conseil? Je dirais les 3 choses qui me viennent en tête. D'abord, sur la structure même des entreprises, je dirais la structure des opérateurs dans le marché de l'art. D'abord, il y a un enjeu de démographie aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galeries qui ont maintenant 20, 30, 40 ans, dont le fondateur ou les fondateurs vont devoir passer la main, avec des galeries éponymes qui portent le nom. Donc, comment est-ce qu'on vend quand on s'appelle Larry Gagosian? Ça donne quoi, Larry Gagosian? Enfin, Gagosian sans Larry Gagosian. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est des business très personnels, un tutu personné. Donc là, il y a un sujet. Il y a donc avec ça un sujet d'ouverture du capital, d'associer les collaborateurs, de renforcer les fonds propres. C'est souvent des entreprises qui sont assez peu financées, avec des structures financières assez fragiles. Donc ça, je pense que c'est un premier sujet. Je veux dire, moi, les entreprises que j'ai créées ou j'ai pu financer, il y a quand même une corrélation entre la taille des fonds propres et la probabilité de succès si on est dans une logique d'expansion. Si on est dans une logique, je dirais, d'un métier plaisir ou d'un métier passion, on n'a pas besoin de ça. Si on est dans une logique de faire ce que fait Emmanuel Perrotin, Kamel Ménour ou bien d'autres, pour citer ces 2-là sur le marché français, effectivement, il y a un sujet d'accompagnement financier. Le deuxième sujet, il est manifestement technologique. C'est qu'aujourd'hui, Chris l'a dit, la façon dont la génération suivante achète de l'art n'a rien à voir avec la façon dont nos parents achetaient de l'art. Ça commence par Internet, avant de commencer probablement dans une visite d'un quartier parisien ou dans une visite de foire. Et donc, il faut absolument avoir une stratégie digitale. Alors, elle peut prendre soit une stratégie en propre, et ou, à mon avis, de participer à des plateformes avec une vraie implication et un vrai temps passé sur le online, parce que c'est sûr que, je ne sais pas si c'est 20, 30 ou 50% des ventes qui seront, de toutes les manières, si elles ne sont pas faites en ligne, elles seront originées en ligne. Donc ça me paraît clé.
Je pense aussi il y a un aspect écologique à ça. On peut pas, la génération qui nous suit nous questionne. On a vu Greta Thunberg, elle pose la vraie question. Le monde de la mode, qui est le monde de l'éphémère, se pose la question de c'est quoi le sens de ces défilés qu'on jette à la fin de la session. Nous, on a 286 foires dans le monde, on bouge des œuvres dans tous les sens, on prend des avions, fondamentalement pour voir des artistes qui sont à peu près les mêmes dans bien des cas. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le digital quand on voit que le château de Versailles a lancé hier avec Google Art Project une app de visite virtuelle. Est-ce qu'on ne peut pas davantage utiliser le digital pour présenter les œuvres, qu'elles soient numériques ou physiques d'ailleurs, dans des conditions exceptionnelles? Je te rassure quand même, le monde de la mode se pose des questions sur l'écologie, mais le monde de la culture également. Il y a de plus en plus de questions sur comment on recycle effectivement la scénographie d'une exposition. C'est devenu ces derniers mois une question majeure aussi. Donc en tout cas, je pense que fondamentalement, on est à un moment intéressant parce que même si la France n'a pas tout fait pour saisir les opportunités qu'elle a, elle est quand même très bien placée. Il y a quand même un gouvernement qui a envie, il y a des acteurs qui ont envie et votre présence ici le prouve. Donc je suis curieux de ce que va donner cette journée, mais je me réjouis de la vivre avec vous. Merci beaucoup. Merci Frick.